Bonjour à tous, bienvenue à un autre épisode de PDM Extra où aujourd'hui, on va faire une revue complète de la GR Corolla 2025. C'est une voiture là, qui m'a été prêtée par Toyota Canada. J'avais envie d'essayer ce petit hatchback 4 roues motrices de 300 chevaux. C'est une expérience que je voulais vivre et vous la partager. Fait que ça va être super simple aujourd'hui. Là, on va faire le tour de l'extérieur, on va aller à l'intérieur parler de l'espace cargo, de la practicalité. Et aussi, on va aller sur la route et je vous donnerai là, ma conclusion finale à la fin. Est-ce que c'est un bon compétiteur du Golf R? Allons-y. Commençons le tour de l'extérieur de la GR Corolla. Vous remarquerez que même si c'est une Corolla, le hatchback, là, comme on reconnaît et qui est vendu sur le marché canadien, définitivement là, que l'équipe chez Toyota a fait des gros changements à point de vue extérieur. Regardez-moi là, cette grille où on peut très facilement voir là, énormément là, de conduite aérodynamique, ce véhicule-là. Regardez-moi ça ici. Là. Un refroidisseur là, liquide vers air. Ensuite, là, un conduit aérodynamique, le refroidissement des freins. On voit ici l'intercooler, qui est le refroidisseur pour le turbo. Même chose pour nos freins ici et une répétition, là, un autre refroidisseur. Ça pourrait être pour la transmission et dash ou autres composants. On a aussi des bouches d'aération qui sont fonctionnelles sur le capot. Puis on a là, ce pare-choc là, qui est complètement unique là, à la GR Corolla. Puis si on fait le tour, on va trouver quelque chose de très, très intéressant. Superbe roue noire, 18 pouces. On est très bien chaussé ce véhicule-là. Regardez-moi ça, Michelin Pilote Sport 4. C'est dans les meilleurs pneus qu'on peut pas avoir sur un véhicule. Frein 4 pistons à l'avant avec des rotors flottants, donc et rainurés. Performance de freinage excellente. On a un petit badge GR ici. Puis lorsqu'on recule et on regarde le profil, on a un profil de la Corolla hatchback, mais vous comprendrez là, que sur les seuils de porte, on a des garnitures supplémentaires. Et vous allez aussi remarquer là, que ce véhicule a des roues beaucoup plus larges qu'une Corolla hatchback normale. Et vous remarquerez aussi que Toyota là, a dû ajouter un pare-choc unique pour ce véhicule-là. Et nous avons même là, 3 pots d'échappement. Puis c'est un véhicule 3 cylindres. Est-ce que chaque cylindre est relié à un pot d'échappement? Je ne crois pas. C'est un véhicule avec un turbo, donc tout doit revenir au même endroit à un moment donné. Mais ça a tout qu'un look, parce que j'ai jamais trouvé la Corolla hatchback très belle, mais j'aime beaucoup ce qui a été ajouté sur la GR Corolla. Donc moi, ça vient me chercher. Et ce que j'aime aussi, c'est que c'est une voiture là, de très petite taille pour des standards nord-américains. Donc c'est super rafraîchissant de pouvoir se promener dans un véhicule compact comme celui-ci. Très maniable, petit rayon de braquage. Honnêtement, là, je suis charmé par le format. Sous le capot, bien, on a une baguette qui tient le capot. Écoutez, moi, je déteste. Puis dans une voiture comme ça, on aurait dû mettre des vérins, mais on est peut-être rendu au point où Toyota a même plus l'intérêt d'intégrer des vérins parce qu'ils vont te dire « Ouais, le capot, tu l'ouvres pas souvent, puis c'est un coût supplémentaire. » OK, c'est bon. Mais en réalité, moi, j'adore les vérins. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un 3 cylindres de 1,6 litres. Le moteur s'appelle le G16E GTS. Un moteur qu'on retrouve là, dans la gamme de véhicules GR, essentiellement la Yaris GR vendue en Europe, la GR Corolla vendue en Amérique du Nord et en Europe, et aussi, je pense, une version de la Yaris, mais qui est Lexus en Europe aussi. Ce moteur-là se retrouve dans 3 véhicules. C'est un moteur qui développe 300 chevaux, quand même assez impressionnant pour 1,6 litres et impressionnant pour 3 cylindres. C'est un moteur qui a une sonorité super intéressante du fait que c'est un nombre impair de cylindres. Donc ça, c'est très bien. Puis si on enlève le petit couvercle, très facile à enlever, bien, on voit clairement là, que c'est de la mécanique Toyota traditionnelle, mais à la fin, là, derrière là, le moteur, là, on a un immense turbo qui procure là, 295 livres-pieds de couple de 3000 à 6300 tours minute, je crois. C'est un petit moteur vraiment intéressant, un petit moulin qui révolutionne jusqu'à 7000 tours minute. Hey, c'est quelque chose. J'aime bien, puis je crois que ça va être aussi une mécanique qui ne sera pas nécessairement capricieuse, parce qu'à la fin, là, ça, c'est bien quelque chose que Toyota maîtrise bien. La mécanique, les moteurs, ça, c'est leur domaine. Habituellement, on n'a pas de problème. Donc, c'est le fun d'avoir une voiture très agressive de performance, mais en même temps, on peut aussi avoir la confiance qu'à long terme, là, ça devrait être assez fiable. Allons voir l'espace cargo dans cette petite Corolla. Vous remarquerez aussi le badge GR Corolla. C'est important de ne pas dire Corolla GR, c'est la GR Corolla. GR veut dire Gazoo Racing. C'est l'équivalent du AMG, du RS. Essentiellement, c'est la division haute performance chez Toyota. Évidemment, chaque constructeur en a une maintenant. Ouvrons le haillon.
Alors, on remarque qu'on a un petit espace cargo, évidemment, voiture compacte, mais quand même, on a un plancher plat ici. Puis là, vous allez remarquer, si je lève le sous-plancher, on a un immense insert de styromousse. On pourrait se dire, hey Alexandre, est-ce qu'on pourrait mettre un pneu de secours? Bien, on va aller voir. Et on retire ceci, puis on a une batterie 12 volts. Et là, je vais utiliser votre mémoire. Dans une Corolla traditionnelle, est-ce que la batterie est à l'avant parce que la motorisation est plus petite et là, on pourrait avoir un pneu de secours? Ça sert définitivement à renforcer la cage là, pour augmenter la rigidité là, en torsion du véhicule. Donc, Toyota l'a dit dans sa documentation, ce véhicule-là est beaucoup plus rigide qu'une Corolla normale. Si le cache-bagage est retiré, on peut aussi abaisser la banquette arrière, 60-40, assez traditionnel. Et on voit qu'on a un plancher plat, on va pouvoir rentrer là, des petits meubles, vélo de montagne, si ça rentre. Mais c'est quand même bien. Je pense pas que vous pouvez dormir dans ce véhicule-là, mais au moins, on a un plancher plat qui apporte là, un certain attrait là, pratique à ce véhicule-là. Donc, très bien. Là, dans le créneau, habituellement, il y a toujours une démarcation entre la banquette et le seuil du coffre. Là, ici, c'est pas mal complètement plat, donc beau travail ici. J'ai pris place à l'arrière de la Corolla. Il n'y a pas grand place dans ce véhicule-là. Regardez pour mes jambes, là. Le siège passager est à la même distance que ma position de conduite habituelle. C'est assez étriqué. Par contre, plafond relativement de bonne taille, mais il n'y a pas grand-chose à l'arrière même. Là, regardez pour le passager avant. Là. Il n'y a même pas de console centrale et ici, vous avez l'arbre de transmission qui passe. Donc, on a une bosse parce que dans une Corolla berline, si je ne m'abuse, il n'y a pas de bosse à l'arrière. Donc, c'est un plancher complètement plat. Malgré qu'il y a des versions 4 roues motrices, vu qu'elles sont hybrides, bien, pas nécessairement besoin d'un arbre de transmission. Sinon, qualité des matériaux, c'est très, très, très dur. Typique des véhicules un peu de base Toyota. On a une surface moussée ici, on a un porte-gobelet là, ça c'est quand même très bien. Le siège, par contre, on a cuirette et tissu là, microfibre. C'est quand même bien, puis on a 2 pochettes, mais c'est pas grand-chose ici. Vous avez un port USB-C et une prise 12 volts. Ça reste quand même une Corolla à l'arrière. Avant de prendre place à l'avant, je vais vous montrer comme d'habitude le numéro de série. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Manufacturé par Toyota Motor Corporation en septembre 2024. Donc, ça fait 1 an que ce véhicule-là a été assemblé. Made in Japan. Donc, toutes les Corolla pour l'Amérique du Nord, berline, sont faites aux États-Unis. Hatchback, je suis pas sûr elles sont faites où. Je crois que c'est soit Mexique ou Japon. Voiture d'une qualité d'assemblage excellente, j'ai rien à dire. C'est plus la qualité des matériaux qui sont plus dans un créneau inférieur pour la gamme de prix. Mais là, en réalité, c'est une Corolla de course, comme on pourrait dire dans le métier. Mais à la fin, regardez-moi la porte. On a une surface moussée ici. On a des coutures rouges. Surface moussée ici, plastique dur, puis un fini piano noir. C'est correct. Là, à la fin, là, si je me recule, vous voyez bien là, que c'est une porte typiquement Toyota. Et dans le poste de pilotage, on a un siège sport extrêmement confortable. On peut ajuster l'appui-tête. L'entièreté des contrôles sont manuels, même si on est dans la version la plus chère et la plus luxueuse du véhicule. Mais j'ai rien à dire. À la fin, des véhicules comme ça, tu fais que ce soit facile à ajuster. L'ajustement est relativement précis. Puis la position de conduite, j'ai pas eu à la changer beaucoup. J'ai une bonne visibilité. Vraiment, d'un point de vue ergonomie de conduite, c'est excellent, j'ai rien à dire. Le véhicule est démarré. Vous voyez, on a un combiné d'instruments totalement numériques configurables. Je vous le montrerai plus tard. Un petit écran d'infodivertissement avec un énorme pourtour, un bezel. Puis je peux vous dire une affaire, c'est extrêmement lent comme système quand vous avez Android Auto d'appareiller avec. Parce qu'il va toujours vouloir démarrer Android Auto sans fil, ce qui est bien, regardez, il me dit qu'il y a une erreur parce qu'il n'est plus connecté. Mais il y a à peu près un bon 10 secondes d'écran complètement noir lorsque vous démarrez le véhicule parce qu'il essaie de passer Android Auto en premier. Lorsque vous ne l'avez pas, ça démarre là, convenablement. Ici, les contrôles de climatisation identiques à ce qu'on verrait dans une Corolla. Je n'irai pas plus loin là-dessus. Recharge sans fil de votre téléphone, puis aussi, c'est quand même assez encavé. Votre téléphone ne se déplace jamais, même si vous faites de la conduite sportive, très bien. Et ça, j'aime ça quand même, des boutons qui vont toujours rester enclenchés pour le volant, les sièges chauffants. Ça me fait penser à des Subaru. C'est bien, quand même. Les 8 vitesses, hein, j'avais dit, c'est une voiture, une transmission automatique. 8 vitesses, on en reparlera là, dans la partie sur la route. Mais bon, il n'y a rien de plus simple que ça. Et ici, moi, un de mes boutons préférés, le GR4. Dans le fond, ça permet de contrôler le 4 roues motrices. Le véhicule est toujours 4 roues motrices, mais le ratio avant-arrière se modifie là, avec les boutons. Et on a quand même quelque chose, ça fait des années que je n'ai pas vu, un
frein à main, hein, à rappel par ressort. Rafraîchissant de voir ça en 2025, fascinant. Côté volant, très beau volant de la gamme GR. Puis toute la boutonnerie ici, là, facile à opérer. Regardez-moi ça, là, on peut changer les menus facilement, configurer. C'est 100% configurable. Moi, j'ai mis mes vues préférées, là, soit le boost. J'ai toujours mes températures là, à droite. Puis j'ai mon économie d'essence. Oh, 14,2. Ouf, pour une petite voiture, hein? C'est pas très bon, mais évidemment, je la conduis de façon très, très engagée. Palette au volant, ça fonctionne très bien, très rapide la réponse. Puis on a un petit coffre à gants. Rien de plus compliqué, mais regardez-moi là, le siège, là, superbe siège sport. Il obstrue la vue des passagers arrière et il est plus costaud, donc évidemment, ça a un impact sur l'espace pour les sièges arrière, mais à la fin, c'est un véhicule de performance. Là. Que voulez-vous? Et sur cette version, le Premium automatique, nous avons un toit en fibre de carbone, mais c'est pas de la fibre de carbone tressée. Vous voyez vraiment, là, on appelle ça du CFRP, le Carbon Reinforced Plastic, qui est une nouvelle méthode là, qui a commencé dans la BMW i3 là, au début des années 2010. Mais on a un toit en fibre de carbone sur ce véhicule-là. Donc, imaginez au Québec, hein, lorsque vous recevrez là, des cailloux ici, ça ne va jamais, jamais, jamais rouiller. Mais ça, c'est très bien. Aussi, ça abaisse la masse du véhicule vers le bas. Parlant de masse, cette Corolla a une masse nette. Celle-là, là, de 1515 kg. Pensez-y, 300 chevaux, 1515 kg. Quand est-ce qu'à plus de millage, on a essayé une voiture aussi légère? Bien, la dernière fois, c'est une Mazda Miata. On va aller faire une petite balade, puis je vais vous parler là, de mes impressions de conduite de, ma foi, petit bolide définitivement intéressant. Je vais vous répéter les fondamentaux mécaniques de cette voiture. Donc, on a un 1.6 litres, turbo compressé, un moteur 3 cylindres, moteur à double injection, très important. Aussi, évidemment, ce véhicule-là, dans cette édition 2025, transmission 8 vitesses que Toyota appelle DAT, le Direct Automatic Transmission. C'est une transmission 8 vitesses traditionnelle Toyota qui a été renforcée et reprogrammée complètement pour assurer l'agrément de conduite qu'on a ici. Et aussi, on a un système 4 roues motrices qu'on peut ajuster de 3 façons, soit en mode normal, 60% de la puissance à l'avant, 40% à l'arrière, en mode gravel, 50-50, et en mode track, 30% à l'avant, 70% à l'arrière, donc un peu là, biaisé vers la propulsion. Rapidement, lorsqu'on appuie sur l'accélérateur de la Corolla GR, on remarque deux choses. Lorsqu'on décolle à l'arrêt, on voit que ça hésite un peu au décollage. Puis ça, c'est propre des transmissions automatiques. T'sais, dans le fond, il faut que tout le jeu se reprenne dans le convertisseur de coupe, puis que le moteur bâtisse aussi la pression. Le turbocompresseur doit révolutionner là, assez là, pour fournir la puissance nécessaire. Puis dans le cas de la Corolla GR, la puissance maximale du turbocompresseur est autour de 3000 tours minute. Donc, il faut aller chercher là, la révolution là, pour que le véhicule décolle. Malgré que cette voiture-là a un launch control, Toyota dit très fiable, on peut le faire à l'infini. Bien évidemment, c'est pas le launch control du siècle, là. Je l'ai essayé. Là. Vous décollez rapidement, mais c'est rien comme vous verrez là, dans une Lamborghini, dans une Audi ou dans d'autres véhicules qui ont des launch control. C'est pas la même chose. Ce qui est vraiment intéressant dans la Corolla GR, point de vue conduite, c'est pas mal, là, j'étais à 70 km/h, donc là, le turbo révolutionne, le moteur a révolutionné. J'étais en mode manuel, j'étais en 4e vitesse sur 8. Et je mets ça à fond. On a une vague de couple impressionnante. Là. Puis là, on est rendu au-delà de la limite de vitesse et on ralentit. On a 295 livres-pieds de couple là, dans ce moteur-là, là, de 3000 à 6000 tours minute. Puis là où est-ce que la Corolla GR la plus impressionnante, c'est justement dans cette plage de régime, là, 3000 à 6000. C'est fou. Et là, on appuie sur les freins. Il y a du mordant. Mon idée préconçue avant de prendre possession de la voiture lundi passé, je m'étais dit, en ville, là, ça va tellement être fou, là, on va décoller rapidement, puis ça va être extrêmement maniable. Extrêmement maniable. Mais décoller rapidement, c'est pas le cas. Donc, lorsqu'on conduit en ville où les limites de vitesse sont plus basses, il y a moins d'espace, il y a plus de véhicules, on se rend compte que automatique, c'est peut-être pas une bonne idée. J'aurais préféré manuel. Et lorsqu'on l'embarque sur la route, puis le véhicule a son air d'aller, de 50 km/h à la vitesse maximale, je vous le dis, on a du couple et on a de la puissance. On a 300 chevaux dans ce petit moteur-là. C'est très impressionnant. Ça nécessite un gros turbo. Un gros turbo, il y a du lag. Hein? Le lag, si je vous l'explique rapidement, c'est le turbo qui révolutionne, mais il n'est pas encore capable de produire la pression maximale pour que le moteur puisse l'accepter.
Donc, tu sais, il y a un délai avant d'avoir la vague de puissance, la vague de coupe là, rentrer. Donc, c'est ça le lag. Il y a beaucoup de gens qui apprécient le lag parce que ça fait une sorte d'anticipation. J'aime le lag. Donc, ça fait une expérience qui est intéressante, un petit peu plus old school. Tu sais, c'est pas comme si on avait un V6 à l'avant où juste la partie aspirée naturelle du véhicule vous pousserait. Fait que là, tu sais, il faut faire révolutionner le moteur. Cette voiture-là serait parfaite pour faire la 138 sur la Côte-Nord. Vous pouvez dépasser. C'est une petite voiture qui peut dépasser. C'est extrêmement impressionnant. Je vous ai parlé des freins qui sont excellents. Je vous ai parlé de la puissance qui est excellente. Maintenant, c'est côté maniabilité, l'adhérence. J'accélère encore à fond. Ici, j'arrive dans une petite courbe. Là, je suis en mode normal. Je suis même pas en mode sport. Regardez, on va se faire plaisir. On va mettre ça en mode sport. Un bouton. Et direction précise. On est sur une excellente pneumatique Michelin Pilote Sport 4, donc des excellents pneus. Mais on entre en virage, on applique la puissance et c'est pas du tout un problème. Le système 4 roues motrices travaille très bien, contrôle de traction, tout ça. Différentiel, torsionne, glissement limité. Donc, tout ce que je vous dis, là, c'est des aspects mécaniques qu'aujourd'hui, dans les véhicules traditionnels, sont remplacés par de l'électronique. Mais ici, Toyota a quand même cru bon là, d'avoir un système 4 roues motrices qui est entièrement mécanique puis qui vous donne ce feedback-là de traction et d'adhérence qui est vraiment impressionnant. Puis, essayer cette voiture-là l'hiver, ça doit être réellement quelque chose avec des bons pneus d'hiver. Ça doit être un véhicule pour le marché du Québec qui est extrêmement bien adapté. Là, regardez, là, je appuie encore à fond. La transmission n'a même pas eu besoin de rétrograder. J'étais à 3000 tours. J'ai appuyé à fond. J'ai vu l'aiguille du boost monter autour là, de 1,7 bar. Puis la vague, on est parti. Ce qui est vraiment impressionnant aussi de la Corolla GR, c'est la qualité des changements de vitesse. Je suis en mode manuel, j'appuie à fond, 4e, j'appuie sur la palette, je suis en 5e. Donc, on a une réponse qui est très similaire à une boîte à double embrayage, mais on est dans une transmission automatique traditionnelle. On voit ça dans d'autres constructeurs, une qualité de changement de vitesse comme ça. Je pourrais penser à la transmission AMG SpeedShift MCT qu'on voit dans les produits Mercedes AMG. Instantané. Et c'est une transmission automatique traditionnelle. Toyota, en faisant juste de l'optimisation logicielle et en remplaçant certains composants internes, a pu nous offrir une transmission automatique qui est à pleine puissance. On change de vitesse, puis c'est instantané, il n'y a pas d'hésitation. Et souvent, lorsqu'on roule avec le véhicule, on appuie à fond. La transmission est déjà dans le bon rapport, donc tout ce qu'on a, là, c'est une vague de couple. Puis pour conclure la partie sur la route, il y a deux aspects qui vont peut-être être moins appréciés par les gens. C'est que la suspension est très dure, réellement très dure. Des fois, là, je me promène à la salle dans mon arrondissement, puis il y a beaucoup de voies ferrées désaffectées. Lorsqu'on passe sur ces voies ferrées-là désaffectées, la suspension est très dure, puis on voit le derrière du véhicule, il lève. Puis des fois, les roues ne touchent plus le sol, puis tu vois, le système de traction embarque parce que là, il détecte que la roue ne touche plus le sol. Ça montre que la voiture est très, 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 très rigide et elle est très courte, donc c'est comme un peu un panier épicerie. Et aussi, voiture extrêmement bruyante. Il y a le point de vue de l'échappement et la motorisation qui fait du bruit. Ça, c'est pas trop pire. Lorsqu'on la met en mode éco, ben, tous les bruits s'effacent. Puis c'est pas nécessairement un mode éco, c'est plutôt un mode silencieux, je pourrais dire. Mais l'habitacle lui-même, c'est un véhicule bruyant. On entend beaucoup les pneus, on entend beaucoup le bruit de vent. On entend tout ce qui se passe. Et regardez, là, je viens de passer sur des roulières. C'était complètement capoté. Mais ça reste une voiture brillante. Puis la Corolla normale, qui n'est pas la GR, avec la motorisation 2 litres, là, la Corolla avec la CVT, ben, c'est une voiture qui est aussi bruyante. Là. Dans le fond, je pense pas que Toyota a retiré ou ajouté de l'insonorisation ici. C'est juste un fait. Mais étant donné que la voiture est plus bruyante de sa mécanique, l'expérience est plus bruyante. C'est un véhicule que, même s'il y a un bon système de son, je n'apprécie pas écouter de la musique parce que ça devient beaucoup trop... Ça devient beaucoup trop dérangeant. Il y a le bruit de la route, la musique, c'est beaucoup moins intéressant. Là, c'est une voiture que je roule sans écouter de musique. La question maintenant, c'est combien coûte une GR Corolla comme ça? Très intéressant. De base, dans la version Core, on va avoir une transmission manuelle 6 vitesses, qui est, selon moi, au Québec, la version qu'on devrait acheter. Prix de détail, 47 000 $ environ. Quand même, on est en deçà du Golf R. Je pense qu'on est dans les eaux de la Golf GTI ici, mais pensez-y, on a 300 chevaux et 4 roues motrices. Donc ici, il y a un avantage Toyota envers la Golf, la GTI et la Golf R, sauf que Volkswagen, la gamme GTI et R, véhicules beaucoup plus luxueux, beaucoup plus techno, beaucoup plus silencieux.
Mais écoutez, Toyota va dans l'analogue, va dans l'expérience un peu plus crue, un peu plus sportive. Puis ça, il faut quand même les féliciter pour ça. Donc, de base, je vous ai dit 47 000. Il y a un pack d'options à 8 000 qui vous ajoute la transmission automatique et autres options. Puis là, évidemment, les couleurs sont en option sur ce véhicule-là. Et ensuite, vous passez à la version Premium, qui est seulement transmission automatique. C'est la version qu'on essaye cette semaine. Ça ajoute le toit en fibre de carbone, affichage tête haute et tout plein d'options. Le système d'infodivertissement est un petit peu plus gros, malgré que l'écran est petit. Et ça se détaille à 60 500 $. Là, on est pas mal dans le prix de la Golf R. Fait que si vous avez à acheter une GR Corolla, vous devriez probablement rester dans les versions de base. Puis probablement que le véhicule est un peu plus léger. Je crois que la transmission manuelle, on va chercher 20 kg, donc un véhicule qui serait sous 1500 kg. Wow, à 1495, très intéressant. Et nous voici maintenant à la fin de notre revue de la GR Corolla 2025 transmission automatique. Qu'est-ce que j'en pense? C'est une expérience à vivre et en vivant l'expérience, c'est là que vous allez décider si c'est un véhicule que vous voudriez choisir. Parce que dans le créneau de hatchback, sport, on a la GTI, on a la Golf R, on a celle-ci, puis on a aussi peut-être la CLA 35-45 AMG. C'est un peu plus cher, mais c'est comme dans le même créneau Audi A3. Mais là, c'est là que les lignes deviennent un peu plus floues parce que c'est des véhicules un peu plus premium. Mais concentrons-nous sur GR Corolla, GTI et Golf R. Je pense qu'il faut définitivement comparer la GR Corolla à la Golf R, de par le rouage intégral et la puissance de 300 chevaux. Et à la fin, ça va vraiment être le prix que Toyota va aller en deçà de la Volkswagen, en commençant à 47 000. Et aussi, l'expérience dynamique reste la même dans le modèle de base ou dans le modèle le plus cher. C'est vraiment la transmission qui change, soit manuelle ou automatique. J'ai vraiment adoré la puissance à mi-régime de cette voiture-là. C'est une fusée. Quand vous passez 3000 tours, vous êtes en mode fusée. C'est réellement impressionnant, même que vous avez toujours dépassé la limite de vitesse. Ne le faites pas de grâce, mais vous allez voir, c'est surprenant. Insonorisation, c'est médiocre dans ce véhicule-là, malheureusement. Mais quand même, qualité de construction, c'est excellent parce que la suspension est très dure. On n'entend pas de sonnette, on n'entend pas des plastiques qui craquent. Donc, d'un point de vue d'assemblage, c'est super. Consommation d'essence aussi, c'est très mauvais. Là, je n'ai pas été capable d'atteindre la cote NRCan que je vous afficherai ici. Est-ce que c'est vraiment pourquoi ce véhicule-là existe, économiser de l'essence? Pas du tout. Donc là, c'est un peu moins grave ici. Mais sinon, puis j'aime un peu le look un peu funky avec beaucoup de trappes, exagéré, le body kit trop large. Ça fait partie du cachet. Puis encore une fois, là, je veux féliciter Toyota de continuer d'investir de l'argent dans cette gamme-là, d'offrir des modèles supplémentaires au Canada. On peut en acheter, c'est pas quelque chose qui est réservé. Au début, quand la GR Corolla était annoncée, Toyota dit on a juste en faire 500, mais non, là, ça fait 3 années modèle qu'on en a. Puis on peut en acheter, on envoie sur la route. Donc, la disponibilité ici, qui n'est peut-être pas la disponibilité d'une Toyota Corolla de base, quand même, ce n'est pas un véhicule qui est nécessairement inaccessible. Donc, j'espère que vous avez aimé cette revue. Pensez à nous laisser un petit like, un pouce vers le haut si vous avez aimé la vidéo. Nous laisser des commentaires, questions qu'on va pouvoir répondre. Et pensez aussi à vous abonner à la chaîne PDM Extra. On se laisse là-dessus.